Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième journée de la première session de la Convention de l'Université en transition. J'espère que vous avez bien dormi. Ouais. La journée d'hier a été dense, riche, à la fois en contenu et en expérience. Vous avez reçu beaucoup d'informations, peut-être pas toujours agréables, des informations peut-être parfois difficiles aussi à intégrer, à digérer, à entendre, voire réentendre. Nous avons exploré l'état des lieux, des limites planétaires, parlé d'un réchauffement climatique inédit pour l'espèce humaine, une trajectoire qui nous éloigne de l'accord de Paris, une sortie de route, comme l'a évoqué Christophe Cassou. On a parlé aussi de la 6e extinction de masse en cours qui se profile, un tiers des vertébrés en danger, en fort danger d'extinction d'ici 2040 notamment. On a évoqué les ressources dont les plus essentielles, qui commencent déjà à manquer et qui vont nous manquer, des ressources inégalement réparties, des impacts inégalement répartis, là aussi, qui posent la question de la justice sociale. Nous avons constaté les limites d'un modèle de développement, notre modèle, qui aujourd'hui menace l'habitabilité même de notre planète. Tout ça ne laisse pas indifférent, c'est normal. Et à l'heure de la grande accélération, vous avez pris le temps de vous interroger sur ce que ça signifiait pour vous de faire ces constats, pour vous en tant qu'humain, humaine. Vous avez rencontré de manière inédite, peut-être, les membres de votre groupe. Et nous avons entendu votre étonnement, nous avons entendu vos questionnements aussi, vos interrogations et votre impatience à rentrer dans l'action. Ce temps va venir, soyez-en sûrs, en prenant le soin de ne pas faire toujours plus de la même chose, en prenant le soin de faire ensemble et de faire autrement. Et puis on a enchaîné avec un film, le film Une fois que tu sais, qui là aussi ne vous a pas laissé indifférent. Vous avez été parfois plombé, vous avez été parfois reboosté, les deux parfois dans la même heure et demie. Et puis, et c'est normal aussi, et je pense que ce qu'on vivra avec la prochaine conférence va aussi nous éclairer sur le fait qu'on ait tous des perceptions différentes de ce qu'on entend, de ce qu'on vit. Et puis la nuit est passée par là, alors peut-être que vous avez eu l'occasion d'échanger aussi avec vos proches. Et du coup, avant de se relancer tête baissée dans la prochaine conférence, je vous propose de prendre un petit temps, 2 par 2, commencez à avoir l'habitude, pour se dire comment vous avez vécu la journée d'hier, comment peut-être ça a cheminé depuis pour vous, et dans quel état d'esprit vous arrivez là, maintenant, tout de suite, pour démarrer cette deuxième journée. On se laisse 4 minutes, je vous laisse gérer les interactions dans un sens, dans un autre, et on enchaîne avec la séquence suivante après. C'est parti, je vous laisse échanger.
sonne la fin de la récré. Merci beaucoup. Désolée si ça coupe des conversations en plein élan. Vous aurez d'autres occasions d'échanger. Nous sommes toujours ici. Première session, constat et monde d'après. Hier, on a pris le temps des constats. Aujourd'hui, on va commencer à se projeter dans le monde d'après. Ronan reviendra sur le déroulé du programme. À partir, et on reviendra aussi dessus avant de se quitter, mais à partir de la session 2, on va vraiment rentrer dans le cap que l'on se donne en tant qu'université, en tenant compte de tous les apprentissages, toutes les informations que nous avons reçues aujourd'hui, et commencer à dérouler la structuration de la construction des feuilles de route. Donc ça, vous aurez l'occasion aussi de rentrer dedans très prochainement, et on se concentrera vraiment sur ce sujet en session 2. Pour le moment, nous sommes encore dans le constat et nous allons enchaîner sur cette deuxième journée. Alors le programme de la journée. Hier, donc, tu l'as rappelé, Sophie, on a parlé de changement climatique, de vivant, de ressources. Et aujourd'hui, on va aborder deux questions de ressources, de richesse aussi, que sont le temps et l'humain. Et on va donc commencer par une présentation sur les représentations et les biais dans l'adaptation au changement climatique par Florence Poirier. Ensuite, on aura une conférence de Olivier Amand, une troisième voie pour l'université grâce aux leçons du vivant. Une pause. Et puis, on se projettera sur un temps long avec une conférence de Mathieu Baudin sur l'art d'imaginer le futur, donc dans une dimension prospective, donc pour se projeter aussi différemment vers l'avenir. 12h45 le déjeuner. Et puis ensuite, à 14h, vous retrouverez en atelier jusqu'à 16h30 où on se retrouvera ici pour la plénière de clôture ensemble et on aura terminé à 17h15. Et pour aborder cette question pas facile du facteur humain. Moi, j'aimais bien comment Hubert Reeves présentait ça, où il disait, en fait, on n'a pas que des problèmes de ressources, on a un vrai problème avec le PFH, ce qu'il disait, ce pénible facteur humain, ce précieux facteur humain aussi. Et donc, pour aborder cette question des représentations et de la place de ces représentations dans le changement climatique, on accueille Florence Poirier, qui est doctorante en sociologie, qui fait un doctorat sur vraiment cette question-là à l'université de Rennes, à l'EHESP, entre l'EHESP et l'université de Caen. Florence, je te propose de nous rejoindre. Tu as aussi une formation de psychologue et puis une vingtaine d'années d'expérience en santé publique, en accompagnement aussi de politique publique et qui nourrit ton terrain de recherche aussi sur cette question des biais socio-cognitifs. Je te laisse 40-45 minutes de présentation, puis après on aura un temps de questions-réponses. Je te laisse ce micro-là. Parce que je crois que... Donc, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, je vais vous parler effectivement des représentations et biais dans l'adaptation au changement climatique.
Le changement climatique, donc vous en avez entendu parler hier beaucoup, vous avez exploré ce que c'est que ce changement climatique. C'est effectivement un terme, des termes qui sont complexes et qui traduisent des idées complexes et ces idées aboutissent à des réactions, à des actions, à des comportements qui sont le prolongement des idées que l'on se fait sur ces termes complexes. C'est ce dont il va être question au cours de ma présentation. Donc discerner les représentations relatives à ces termes va influencer le prolongement de ces représentations en action. Donc je vais vous présenter ce que c'est qu'une représentation sur les changements climatiques, comment se construisent les représentations, quels sont les biais de perception dans ces représentations. Et puis ensuite, dans la dernière partie de ma présentation, je vais vous parler du programme de recherche dans lequel je travaille, qui s'appelle Rivage Normand 2100, et qui va venir illustrer un petit peu la première partie plus théorique de ma présentation. Donc qu'est-ce que c'est que le changement climatique ? Quand on entend ces mots, changement climatique, qu'est-ce que l'on entend ? Qu'est-ce que l'on perçoit ? On perçoit les causes dont vous avez entendu parler hier, mais surtout les conséquences. Et plutôt des conséquences négatives. Donc les conséquences sur les écosystèmes perturbés, les conséquences sur des événements météorologiques plus extrêmes, moins repérables, des conséquences également sur les risques sanitaires qui nous affectent, qui peuvent nous affecter nous, les conséquences sur les productions agricoles, les conséquences sur la biodiversité, et puis toutes les conséquences que je ne vais pas citer là, parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Évidemment, les conséquences sur le niveau des océans, etc. Donc ça, ce sont un petit peu les conséquences que l'on perçoit quand on entend le terme changement climatique. C'est plutôt des conséquences à grande échelle. Et puis, peut-être certains d'entre nous, certains d'entre vous, en tout cas certains autour de nous, perçoivent aussi ces termes au travers des impacts locaux auxquels ils peuvent être confrontés personnellement ou leurs proches peuvent être confrontés. Et donc c'est un autre niveau de perception. Mais souvent, on oublie aussi dans changement climatique tout un tas d'autres éléments qui concernent plus les implications sociales, les conséquences économiques du changement climatique. Donc finalement, ce que l'on perçoit quand on parle de changement climatique, ça va surtout être les conséquences négatives et donc les risques relatifs à ces changements climatiques. Donc qu'est-ce qu'un risque ? Un risque, c'est un processus d'identification, d'évaluation et de réaction aux dangers potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un risque, c'est d'abord l'anticipation d'un événement. Donc quand on parle de changement climatique, on parle d'anticiper des événements que l'on commence à percevoir, mais que l'on projette surtout dans un avenir. On parle aussi de probabilité d'occurrence d'un événement et ses conséquences négatives. C'est un événement qui est lié à une situation vécue par un sujet avec son environnement. Ce qui veut dire que changement climatique induit qu'il y a un sujet, vous, moi, nous, collectivement, et qu'il y a un objet que l'on perçoit, qui est l'environnement. Et donc, c'est la relation entre nous et cet environnement qui évolue. C'est donc une construction de représentations de nature différente selon les individus, selon les époques, selon les sociétés, selon nos cultures. On perçoit également dans les risques le risque qu'on dit réel, qui est une menace objectivée, du risque perçu, qui est une menace qui est évaluée par les individus au travers leur subjectivité. Là, on voit une photo qui illustre une plage au sud d'Étretat. C'est la même plage, mais pour illustrer, c'est la même plage vue sous différents angles et selon l'attention que l'on porte aussi au paysage. Si on est un géologue, on va regarder de façon plus précise peut-être l'érosion de la falaise. Si on est en vacances, dans une soirée plus ou moins romantique, on va percevoir la falaise tout à fait différemment et le paysage tout à fait différemment. C'est pour illustrer la façon dont on peut percevoir une réalité sous des angles tout à fait différents et qui sont bien l'objet d'une construction, soit d'une conjoncture temporelle, soit effectivement d'une acuité du regard parce qu'on a une certaine expertise. Donc il y a une variation de perception des risques ou des conséquences du changement climatique, là en l'occurrence l'érosion du littoral. Les craintes également relatives à ces risques sont également des constructions sociales. Selon la culture auquel on appartient, on ne va pas associer les mêmes craintes aux mêmes risques.
Et on perçoit au travers ces photos qu'il y a souvent une discordance entre nos perceptions, soit parce qu'on les vit à des moments différents, soit parce qu'on est avec des personnes qui ne perçoivent pas les choses de la même manière. On peut sous-estimer et surévaluer ces risques. Ce que l'on perçoit encore quand on parle de risques associés au changement climatique, c'est de 4 ordres. On va d'abord percevoir la nature de la menace. Est-ce qu'il s'agit d'une menace relative à l'environnement? Est-ce qu'il s'agit d'une menace ou de risque relatif à finalement nos activités humaines, nos activités technologiques? Ça va changer notre perception du risque que l'on perçoit. On va également percevoir dans les risques la vulnérabilité associée à ces risques. Des populations sont plus ou moins vulnérables au changement climatique. On est plus ou moins vulnérable selon notre exposition. Donc on va percevoir également la vulnérabilité quand on parle de changement climatique. On va aussi percevoir de façon un peu moins claire, mais l'acceptabilité finalement des risques associés au changement climatique. Est-ce que vivre dans un monde à plus de degrés en 2100, plus 4 degrés en 2100, c'est finalement une idée qui est relativement acceptable pour nous. Et donc ça va changer aussi la façon dont on va se positionner par rapport à ces termes quand on entend les termes changement climatique. Et puis enfin, la dernière chose que l'on perçoit dans les risques, c'est la responsabilité. Historiquement, la responsabilité liée aux événements naturels était... Il n'y avait pas de responsabilité humaine, mais évidemment, depuis quelques années, et ça a été largement démontré, le changement climatique est la conséquence de la responsabilité des humains et de leurs activités. Ça change également la perception que l'on a du changement climatique, du fait de la responsabilité qui nous incombe. Donc là, je viens d'expliquer un petit peu comment on perçoit cet objet, que je dis objet, changement climatique est finalement un objet d'étude en sociologie, comme un micro est un objet. Là, on va étudier en sociologie l'objet, le terme changement climatique. Donc, je viens d'expliquer dans cette première partie ce que on perçoit quand on perçoit ces termes changement climatique, quand on les entend. C'est un individu ou collectivement un groupe d'individus qui perçoit cet objet changement climatique. Ça induit qu'il y a une relation entre le sujet et l'objet de perception. C'est ce qu'on va voir maintenant. Cette relation s'effectue au travers des perceptions. Alors, vous voyez là dans mon titre qu'il y a construction des représentations et ensuite j'utilise le terme perception. Donc je vais définir un petit peu de quoi il s'agit. Les perceptions, c'est le processus par lequel les individus recueillent, organisent et interprètent les informations sensorielles pour leur donner un sens. Donc les perceptions, c'est au travers de nos sens que l'on les a. Donc on perçoit des choses avec nos sens, par exemple nos vues, on voit une image, on voit un reportage, on lit un article, etc. Il va y avoir un traitement cognitif de cette perception, une interprétation, et ce qui va nous permettre d'aboutir à une compréhension de cette image, de ce discours, de cet article. Donc la perception, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Voilà. Quand une représentation, elle, est une manière dont les concepts, les idées, les objets et les événements sont symboliquement présentés et communiqués. Par exemple, ce schéma est une représentation d'une réalité, voilà, d'une explication. Votre perception à vous, c'est un schéma où il y a beaucoup trop d'informations, voilà, et ça c'est votre perception. Ce qui est important de retenir au travers ces deux définitions, c'est que nos perceptions sont subordonnées aux représentations que l'on a. Le fait de voir un schéma très chargé en termes d'informations va induire immédiatement le fait que vous perceviez et que vous ayez un comportement vis-à-vis de ce schéma, peut-être avec un peu de recul ou en attente d'explications plus claires, parce que ce schéma est trop chargé, par exemple. Donc c'est bien l'environnement, la symbolisation des représentations qui va impacter la façon dont on va percevoir les choses et dont on va percevoir également en faisant le lien avec le changement climatique. Donc là, les perceptions donc, sont dépendantes finalement d'un certain nombre de facteurs, notamment la culture personnelle. Est-ce que nos croyances, nos valeurs, notre histoire personnelle
vis-à-vis de l'environnement, du changement climatique, va nous orienter dans un sens ou dans un autre pour entendre, pour comprendre ce terme changement climatique. Notre niveau d'expertise aussi, il en sera question un petit peu plus tard quand je vais illustrer mon propos. Les variations démographiques, psychosociologiques, personnelles, en fonction de la génération à laquelle on appartient, on peut aussi avoir des perceptions tout à fait différentes. Des variables politiques et stratégiques, la culture organisationnelle, par exemple si on appartient à une culture autour du risque, notamment en France, on a une culture du risque qui n'est pas très très développée, parce que finalement on vit sous des latitudes qui sont relativement clémentes, je dis relativement évidemment, il y a des régions qui sont plus exposées que d'autres, mais on n'est pas dans la région des Grandes Plaines aux États-Unis, confronté à des tornades voilà, qui viennent balayer nos maisons régulièrement, donc effectivement vis-à-vis de certains risques, on n'est pas une société finalement très poussée en termes de culture du risque, ce qui va induire effectivement et avoir des conséquences sur notre perception des risques. La capacité de traitement de l'information va être également importante. Un autre facteur qui va influencer notre perception, c'est notre capacité d'effort personnel de contrôle. Est-ce qu'on en voit plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein ? La perception de ses compétences ou de son pouvoir d'agir, est-ce qu'on se sent capable de faire face ? Est-ce qu'on se sent compétent pour faire face ? Ça va aussi induire la façon dont on va percevoir les choses. Les normes sociales dans lesquelles on vit, la pression du groupe, et c'est d'autant plus important dans une organisation, dans une institution, est-ce qu'il y a voilà, une norme du groupe, de l'institution qui nous invite effectivement dans une certaine direction ou une autre, ce qui va effectivement influencer nos perceptions. Des variables sociales, la position hiérarchique notamment. Je vous expliquerai tout à l'heure que sur mon terrain d'études, je travaille avec des élus sur les territoires. Effectivement, leur niveau de responsabilité induit aussi une perception des risques sur leur territoire liés au changement climatique qui est différente de celle d'un habitant, on va dire lambda, même s'il n'existe pas d'habitant lambda. Et puis enfin, la cible du risque. Est-ce que la cible concerne soi-même, les habitants d'une île dans le Pacifique, ou bien nos enfants, nos petits-enfants, etc. Tout ça va voilà, aussi influencer nos perceptions. Donc il y a 3 phases dans ce processus de représentation, de construction des représentations. Donc d'abord, l'acquisition de l'information, au travers un discours, au travers des conférences auxquelles vous avez assisté hier, au travers les médias également. Puis cette information va passer au travers un certain nombre de filtres qui sont le langage. Est-ce que j'utilise un langage très spécifique, très expert ? Est-ce que j'utilise la même langue que vous aussi ? Évidemment, ça a son importance. Les filtres des croyances, les filtres de nos valeurs, les filtres également de nos aptitudes, de notre capacité de traitement de l'information. L'essentiel de ces filtres sont inconscients. Je dirais qu'à 95 peut-être % sont inconscients et donc se font naturellement et de façon très rapide. Au travers cette étape de sélection, d'organisation de l'information, d'interprétation, de reconnaissance et de comparaison de l'information, on va aboutir à une représentation interne de l'idée que l'on se fait du terme changement climatique. Et puis cette représentation interne va se traduire en état émotionnel, en émotion, d'anxiété, de joie, d'entrain, d'enthousiasme, et en comportement. Alors les comportements, ce qu'on entend par comportement, ça va être une adaptation, ça peut être une action, mais on entend aussi par comportement tout ce qui relève du non-agir. C'est aussi un comportement. Pour illustrer ces quelques slides là que je viens de vous présenter, je m'appuie sur une étude qui est réalisée chaque année par l'ADEME, qui est un rapport sur les représentations sociales de l'effet de serre et du changement climatique, pour illustrer le processus de représentation du changement climatique au travers le discours scientifique. Donc j'ai fait une petite extraction de 3 questions pour illustrer mon propos. C'est une étude qui comprend beaucoup plus de questions, environ une vingtaine ou 25 questions. Voilà. La première question, c'est: on entend parler du changement climatique dans la presse ou la télévision. Selon vous, est-ce qu'on en parle de trop, suffisamment ou pas assez ? Ce que l'on voit là, c'est que on en parle suffisamment, voire pas assez pour une majorité de la population, mais environ 20% quand même a le sentiment qu'on en parle beaucoup trop. La deuxième question:
On entend des critiques contre les scientifiques qui étudient le changement climatique, disant qu'ils exagèrent les risques. D'autres disent que les scientifiques les évaluent correctement. Quelle est votre opinion à ce propos ? Là, cette question vise à évaluer la crédibilité du discours scientifique et qui témoigne aussi de la confiance que l'on peut avoir ou que le panel interrogé a du discours scientifique. Donc, ce que l'on voit au travers ces chiffres, c'est qu'une grande majorité de ce panel a très confiance dans le discours scientifique qui évalue correctement les effets du changement climatique et ses conséquences. 30% quand même trouvent qu'ils ne les évaluent pas ou qu'ils exagèrent les risques. C'est pas neutre quand même, 30%. Et puis, enfin, la dernière question, pensez-vous que le changement climatique sera limité à des niveaux raisonnables d'ici la fin du siècle ? Là, ce que l'on peut voir, c'est que quand même, alors qu'il y a une crédibilité dans le discours scientifique qu'on pourrait pas qualifier on pourrait qualifier ce discours de plutôt alarmiste, de plutôt engagé sur les risques importants que de l'évolution du climat d'ici la fin du siècle. Malgré tout, 40% des interrogés sont relativement confiants dans la possibilité de limiter le changement climatique d'ici la fin du siècle. Ce qui veut dire que malgré la crédibilité et l'intérêt et la confiance que l'on porte à ce sujet porté par les scientifiques, finalement, la confiance dans notre capacité à agir, à maîtriser le changement est relativement importante. Donc il y a bien un biais entre ce que l'on perçoit, ce que l'on entend, et puis finalement les réactions ou les représentations que l'on se fait ensuite de notre capacité à limiter le niveau de raisonnable d'ici la fin du siècle. Donc, à quoi ça sert en fait de construire des représentations sur le terme changement climatique ou sur le mot micro ou sur n'importe quel finalement sujet? À quoi ça sert finalement? Ça sert à construire collectivement une représentation de la réalité. Si je vous dis ce micro, en fait je vous dis ceci est un micro et que vous me dites c'est un vélo, probablement que nous allons avoir une difficulté à nous représenter la même réalité. Donc les fonctions de ces représentations, elles sont de multiples ordres. Ça permet de faciliter l'adaptation au changement, par rapport à la question des transitions, la question des adaptations. Ça permet de structurer la compréhension collective de la réalité, c'est ce que je disais. Est-ce qu'on a une compréhension collective du fait que ceci est bien un micro et n'est pas un vélo ? Ça permet de créer un sentiment de prévisibilité et de stabilité dans la vie sociale. Si je vous dis le feu est vert et que vous me dites non, il est rouge, probablement que nous allons avoir un problème d'organisation sociale, en tout cas dans la circulation. Et que voilà, la construction d'une même représentation de ce qui est rouge et bien rouge nous permet d'avoir des facilités d'organisation dans la vie sociale. Ça permet également de donner du sens en fournissant un cadre narratif et explicatif. Ça permet aussi la formation et le maintien de l'identité sociale et de cohésion de la société. Ça justifie également et légitime des structures sociales, notamment des processus de transformation, du changement. Et puis ça permet de guider les comportements individuels et collectifs en fournissant des cadres normatifs. Donc tout ça, c'est très intéressant. La construction des représentations, tout ça, dans l'idéal, ça fonctionne très bien. Mais il se passe aussi un certain nombre de choses qui sont des biais de perception qui viennent un petit peu entraver la construction de ces représentations qui seraient tout à fait partagées, tout à fait simples s'il n'y avait pas ces biais. Mais ces biais de perception viennent introduire notre subjectivité dans ces représentations. Donc, qu'est-ce qu'un biais ? Un biais de perception, c'est un raisonnement rapide qui pousse à prendre une décision hâtive. Le cerveau emprunte donc des raccourcis pour traiter une information. Ces raccourcis lui permettent en fait de réagir extrêmement rapidement et de s'adapter très rapidement à son environnement. Ces raccourcis sont donc influencés par des préjugés, des émotions, des habitudes mentales, des limitations qui viennent entraver la perception, nos perceptions. Le problème, si ce n'est une hyper capacité d'adaptation, c'est que ces raccourcis induisent des erreurs d'interprétation, des erreurs de jugement et des erreurs parfois aussi de prise de décision. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc,
Là, je vous présente une illustration à partir d'une catégorisation entre deux groupes humains qui sont tout à fait simplifiés et qui ne représentent pas la réalité. Évidemment, les experts sont experts entre 9h et 18h, mais quand ils sortent par exemple de leur travail et de leur zone d'expertise, ils ne sont plus forcément experts de la réalité. Les non-experts, ce qu'on appellerait les non-experts, peuvent être parfois finalement assez experts d'un sujet. Donc là, j'ai voulu faire une catégorisation de deux typologies d'individus pour l'illustration de mon propos. Les experts, que je vais qualifier de scientifiques ici aujourd'hui, basent leur perception sur une réalité au travers des bases de données scientifiques, des techniques, des probabilités, des risques physiques. Quand les non-experts, eux, vont construire leur représentation et leur perception au travers des informations d'ordre social qu'ils auront obtenues au travers, la plupart du temps, des médias, ou au travers des expériences individuelles, soit parce que leur santé aura été affectée, soit parce que leur sécurité aura été affectée, ou leur bien aura été affecté. Ça traduit effectivement des conséquences en termes du fait que l'information est asymétrique. Par exemple, des experts peuvent avoir la bonne information, la bonne connaissance, mais ne pas avoir les moyens ou ne pas avoir les compétences pour la traduire et la diffuser de façon large. Ça induit également des évaluations à travers des filtres différents. Que on évalue une situation au travers des bases de données ou à travers une expérience personnelle, va effectivement traduire des conséquences différentes et donc des filtres de perception différents. Les attitudes et comportements perçus peuvent être perçus comme distants pour les uns, des experts qui étudient un phénomène sur le littoral par exemple, mais ne vivant pas sur ce territoire, vont avoir un discours qui ne va pas être chargé forcément d'émotions ou d'affect, et on va peut-être, certains qui les écouteront auront l'impression que finalement leur discours est très froid, très éloigné, et d'autres auront des réactions perçues comme irrationnelles parce que angoissées, parce que en colère aussi éventuellement, et pourront effectivement être perçues de façon irrationnelle et peut-être incomprises par d'autres acteurs. Ces différentes données de perception vont aussi induire une dilution de la responsabilité, ou ce qu'on appelle un effet spectateur. Lorsqu'on parle des causes liées au changement climatique et que l'on nomme le fait que ce sont les activités humaines, le fait que l'on nomme de façon très générale pour l'ensemble d'un groupe, donc les humains, la responsabilité va diluer la responsabilité des uns et des autres dans la masse. Donc ça, c'est une petite illustration effectivement des biais de perception. Je vais aller un petit peu plus loin, toujours avec ces deux catégories, experts et non-experts, pour voir comment chacun peut percevoir des éléments liés, en lien avec le changement climatique. Donc la temporalité, la perception du territoire et la perception d'un aléa. Alors cet aléa, c'est les inondations, par exemple, pour illustrer. L'expert, lui, va, en termes de temporalité, avoir la capacité de percevoir le temps à une échelle géologique, donc très large. Quand le non-expert, lui, va se représenter le temps souvent à l'échelle de 2 générations. C'est un peu l'échelle humaine à laquelle on se représente le temps. Ce qui va induire une distance temporelle quand on présente des données sur une temporalité à la fin du siècle, en 2100, pour les personnes qui se représentent le temps à l'échelle de 2 générations. 2100, c'est beaucoup trop loin pour se représenter et pour être en mesure de comprendre les conséquences, enfin pas de comprendre, mais en tout cas de se représenter les conséquences. La perception du territoire est aussi assez différente au travers justement les objets de perception. L'observation des experts va se faire au travers des cartes, donc une observation cartologique ou une observation de nature géologique. Quand les non-experts, on va dire habitants d'un territoire par exemple, vont percevoir leur territoire sous forme de paysage, sous forme de territoire vécu, avec un affect, avec des souvenirs. Et là aussi, ça va induire une distance ou une proximité spatiale avec ce territoire qui va induire aussi des réactions différentes. Enfin, par rapport à un aléa, l'expert, dans un souci d'honnêteté scientifique, va parler d'incertitude de ces données, d'incertitude d'évolution de l'aléa et de ces données. La réaction perçue par les non-experts, c'est que ces données finalement sont hypothétiques et plus ou moins auxquelles on peut accorder plus ou moins de confiance.
Quand l'un essaye de traduire une honnêteté scientifique et une précision scientifique la plus claire possible, finalement par souci de respect aussi pour son auditoire et pour le travail voilà, aussi qu'il réalise, des habitants d'un territoire ou d'autres acteurs ou d'autres personnes non experts, eux, vont percevoir derrière ce terme incertitude plutôt quelque chose d'hypothétique. Ce qui va induire effectivement une considération du discours tout à fait différente. L'expert va s'appuyer sur des modèles, donc des représentations symboliques d'une réalité qui va, là aussi, induire des perceptions différentes, comme l'illustration que je vous faisais tout à l'heure par rapport à mon schéma, voilà, qui est une sorte de modèle qui traduit une réalité qui est difficilement rapprochable finalement d'une expérience vécue. Enfin, les non-experts, eux, vont intégrer finalement l'information au travers d'autres informations, d'autres priorités auxquelles ils sont soumis, que ce soit des priorités du quotidien, que ce soit des priorités économiques ou d'autres priorités qu'on peut imaginer. Donc tous ces biais de perception vont, que l'on appelle aussi des biais cognitifs, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais je vais aller rapide sur cette partie-là, sont très nombreux, comme vous pouvez le voir, au travers ce codex des biais cognitifs. Ils sont mis à jour régulièrement aussi, puisque la recherche en sciences humaines permet de mettre à jour de nouveaux biais. Donc si vous voulez retrouver ce codex, c'est très facile sur Internet. Simplement pour illustrer un petit peu, et puis j'irai un petit peu plus loin dans l'illustration ensuite, par exemple, la nécessité d'agir dans nos biais. Par exemple, un des biais, c'est pour agir, nous devons être sûrs que nous pouvons avoir une influence et sentir que ce que nous faisons est important. Ça, c'est un biais. Si on ne perçoit pas cette influence, voilà, l'impact de notre action, on va avoir probablement tendance à freiner notre action ou à renoncer à une action. Donc, pour illustrer cela, ces biais de perception, c'est ce que je disais précédemment, c'est le sentiment d'efficacité personnelle qui va engager, motiver dans l'action pour atteindre des objectifs, donc la transition, l'adaptation, etc. Et ce sentiment d'efficacité personnelle va être important justement dans ces biais de perception. On pourrait dire que là, c'est un biais plutôt positif, puisque plus on est motivé, plus on va avoir envie de s'engager. Un autre biais qui est relativement courant, c'est le biais de normalité. Sous-estimer la possibilité d'une catastrophe et croire que les choses continueront à se dérouler comme d'habitude. Finalement, c'est un petit peu ce que ça traduisait le rapport de l'ADEME, le fait que l'on prend conscience effectivement qu'il y a des risques et que le discours scientifique sur les projections du climat à l'horizon 2100 comprend des risques importants pour l'humanité, mais on peut aussi imaginer, ou en tout cas au travers ce biais de normalité, supposer que finalement les choses vont bien se passer et qu'on va trouver des solutions. Le locus de contrôle, c'est un autre biais, c'est l'engagement lié au degré de contrôle perçu. Un autre biais, l'impuissance acquise, qui peut être retrouvée chez un certain nombre de personnes qui ont l'impression que finalement leur action va être une goutte d'eau dans l'océan et ne va pas les encourager finalement à s'engager et vont plutôt être dans un sentiment d'impuissance. Le biais de sélection, les informations biaisées par une attention sélective, le fait par exemple de poser notre attention sur la limite des gaz à effet de serre, c'est une façon de sélectionner l'information quand on pourrait aussi introduire peut-être l'attention que l'on porte à la perte de la biodiversité, à l'augmentation des inégalités, finalement au risque de conflit ou de lutte entre les groupes humains pour avoir accès aux ressources, etc. Ça, c'est également un biais de sélection. Et puis la polarisation, c'est aussi par exemple dire eh bien, il faut faire ci et pas cela, c'est blanc ou noir, etc. C'est un peu une simplification de la réalité. Nos biais et nos représentations, comme je le disais, représentent environ 95% de la façon dont on traite une information. C'est énorme, d'où l'importance de se poser la question de comment on construit ces représentations et par quelle perception. Et le raisonnement rationnel va représenter environ 5% de la façon dont on perçoit les choses. Pourquoi ? Parce que faire un raisonnement rationnel, ça demande un effort. C'est un peu coûteux cognitivement de se poser, de réfléchir à la façon dont on réfléchit. C'est un processus qui est plus lent aussi. Je disais, les biais, c'est aussi une façon très rapide de s'adapter, de prendre une position dans son environnement ou dans une situation.
Le raisonnement rationnel, c'est aussi donc un raisonnement logique qui est plus feignant finalement et qui comprend aussi un certain nombre d'indécisions parce que cette logique rationnelle peut venir en contradiction, en dissonance avec une perception plus instinctive mais basée éventuellement sur certains éléments irrationnels. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce processus est dynamique et que les choses ne sont pas figées. Voilà. Donc les facteurs individuels que l'on a vus au travers les émotions, notre histoire, nos valeurs, notre conscience écologique, etc. Les facteurs contextuels, la société à laquelle on appartient, le contexte politique, le contexte institutionnel, les facteurs sociaux, les normes qui régissent un peu nos façons de vivre ensemble, la pression sociale, tout ça va agir sur les perceptions des risques et va induire les décisions que l'on va prendre en termes d'adaptation ou de changement de comportement. Mais tout ça est dynamique et effectivement, le fait de lire un document, d'assister à une conférence, va venir agir sur ces perceptions qui vont pouvoir bouger au fur et à mesure et évoluer. Donc, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous parler donc du programme de recherche dans lequel j'effectue ma thèse. Qui est un programme pluridisciplinaire avec donc des hydrogéologues, sociologues et géomatiques et qui se déroule sur 5 territoires du littoral de la Manche et du Calvados. Et ce programme de recherche vise à étudier l'évolution d'un des risques liés au changement climatique, qui est l'inondation par remontée des nappes phréatiques. Ce sont des types d'inondations qui sont relativement méconnus par rapport aux inondations de submersion marine ou de débordement de cours d'eau. Ce qui induit effectivement le fait que ce risque-là sur ces territoires est plutôt mal connu par les acteurs de ce territoire. L'objet de ce programme de recherche, c'est d'apporter de la connaissance, de la compréhension aux élus locaux, de manière à ce qu'ils puissent mettre en œuvre, ou en tout cas avancer sur leur politique d'adaptation du territoire face au changement climatique. Merci. Donc, au travers le travail qu'on réalise, on va effectivement, dans un premier temps, pour apporter de la connaissance aux élus, schématiser le contexte local. Donc, au travers les schémas de leur territoire, une coupe de leur territoire au travers ces schémas, on va donner une autre vision du territoire à des élus qui vivent souvent ici, sur leur territoire, donc depuis longtemps, voire depuis leur enfance. Ces représentations, ces modèles qui sont réalisés visent à expliquer des futurs potentiels en tenant compte de l'évolution effectivement de l'aléa, des inondations par remontée. Ça permet en fait ces modèles de traduire une réalité vécue en symboles. On voit bien là sur cette présentation qu'on ne reconnaît pas du tout de quel territoire il s'agit et que pour des élus qui vivent sur un territoire, tout d'un coup regarder leur territoire au travers ces représentations, c'est quelque chose probablement de tout à fait nouveau. Donc on les invite à changer de perspective sur l'observation de leur territoire. Ça va leur permettre de comprendre les conséquences et ainsi donc de mieux les planifier en se mettant à distance du territoire sur lequel ils vivent. Finalement, changer de représentation d'un territoire au travers une représentation paysagère qu'ils ont habituellement en une représentation schématisée ou modélisée ou cartographiée va leur permettre de s'approprier différemment cette réalité, donc ce risque lié au changement climatique d'inondation par remontée de nappe, et les mettre à distance d'une réalité qu'ils vivent. Cette mise à distance est essentielle dans le processus de prise de conscience des représentations que l'on a. Donc l'aléa va être également, après la modélisation, traduite en carte où on a mis en évidence l'évolution de l'aléa sur les enjeux du territoire. Donc là, ce qu'on a mis en évidence, c'est comment les zones bleues
là, que vous voyez, donc là on est à l'horizon 2100, vont venir être de plus en plus présents sur le territoire et notamment impacter les zones urbaines, donc tout ce qui concerne les bâtiments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une inondation par remontée de nappe phréatique, c'est finalement un aléa qui est relativement imperceptible puisque ça se passe sous nos pieds et qu'avant qu'on voit l'inondation, eh bien finalement il y a d'abord les fondations des maisons qui sont atteintes, il y a les racines des cultures qui sont touchées et qui viennent déjà apporter un certain nombre de conséquences qui ne sont, avant que finalement le risque soit visible. Donc ce qui, en termes de perception des risques, est assez intéressant. L'acquisition de l'information se fait au travers donc, des réunions où on réunit les élus et les services concernés des collectivités territoriales et où on leur présente ces symboles que je vous ai présentés sur la diapo précédente. Et on va leur présenter avec un discours porté par des experts et avec toute la spécificité de ce discours et tout le vocabulaire porté par ce discours. Donc un discours porté par des scientifiques dans un contexte où on est placé sur une estrade éventuellement, ou en tout cas on est placé en position de sachant parlant des représentations qu'on se fait d'un territoire sans nous-mêmes vivre sur ce territoire ou être connu des gens qui vivent sur ce territoire. Ce qui induit quelque chose dans les perceptions que nos interlocuteurs, que notre auditoire va avoir, du fait que l'on parle de quelque chose auquel on n'appartient pas. Et puis, notre discours a été complété par des posters qui visent à illustrer de façon encore plus précise chacun des impacts que ces inondations pourront avoir sur leur territoire. Donc on va là aborder la nature des risques, sur les bâtiments par exemple, et la vulnérabilité que cela représente pour les habitants. Notamment en termes de est-ce que la valeur de leur maison va être affectée à plus ou moins long terme et à quel terme par l'évolution de l'aléa. Donc ça va venir concourir à l'acquisition de l'information au travers différents modèles, au travers différentes images qui sont donc des représentations visuelles et narratives sous une narration d'experts pour ce public. Cette phase vise à renforcer la perception des risques et à motiver les élus, les acteurs présents dans l'engagement dans l'action de politique d'adaptation de leur territoire et notamment d'aménagement de leur territoire. Toujours dans cette phase-là, dans la seconde phase de sélection, d'organisation, d'interprétation de l'information relative aux effets du changement climatique sur leur territoire, on va laisser les acteurs présents, les élus, les services, observer ce qui se passe sur les cartes. On va les laisser discuter entre eux. Tout ça pour leur permettre d'élaborer un récit, une discussion, de négocier des représentations, de négocier entre eux, de discuter entre eux ce qu'ils entendent, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils comprennent. Ça, c'est le but de ce travail-là, c'est de les laisser élaborer et finalement de co-construire ensemble leurs représentations des risques qui touchent leur territoire. Ces récits, en fait, plus les récits vont être auto-formulés et plus la compréhension et l'appropriation du sujet va être importante. Donc, on voit aussi que les médias étaient présents lors de ces rencontres. Ah oui, il y avait aussi donc les experts qui permettaient en fait un échange entre les habitants, les élus et les experts pour expliquer peut-être des termes, pour expliquer des conséquences plus précises. Finalement, il s'agissait d'un travail de traduction, de vulgarisation, toujours de façon très précise, et qui permettait aussi l'appropriation, la sélection, la réinterprétation peut-être d'informations qui avaient été mal perçues. Et puis la presse ensuite traduit, diffuse la connaissance apportée lors de ces réunions sur le territoire et permet là aussi de construire, de se représenter pour les habitants qui n'ont pas participé à ces réunions à quoi pourrait ressembler leur territoire en 2030, 2050, 2100. Et tout ça va contribuer effectivement à la construction d'une réalité qui sera perçue différemment selon que l'on est expert, selon que l'on est habitant, selon que l'on est en région
responsabilité sur ce territoire de façon tout à fait différente et donc induira effectivement des réactions différentes, mais concourra aussi de façon progressive à construire une même réalité de ce futur sur ce territoire. Et puis la troisième phase de ce programme, c'est la phase dans laquelle on est actuellement, c'est comment les personnes en responsabilité, les élus, ont perçu, compris, se sont représentés l'information, la connaissance qui leur a été transmise au travers ces supports, ce discours scientifique, et comment ils vont l'intégrer dans leur stratégie d'adaptation de leur territoire aux risques liés au changement climatique. Donc, en sachant que ce risque d'inondation par remontée de nappe phréatique vient s'ajouter à d'autres risques auxquels ils sont exposés, notamment la submersion marine, et que cet élément-là est aussi important, puisque la submersion marine est plutôt un événement qui est visible et que l'on peut comprendre de façon aisée. Les inondations par remontée de nappe est quelque chose d'invisible et qui vient s'ajouter déjà à d'autres urgences et qui vient biaiser effectivement l'importance aussi de ce risque-là et dont il faut tenir compte dans leur politique d'aménagement du territoire. On pourra continuer de parler de la traduction opérationnelle un petit peu de ce travail-là. Donc pour conclure, les représentations et biais face au changement climatique sont importants, notamment pour comprendre les mécanismes sous-jacents au fait de lorsqu'on entend changement climatique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est face à ce terme-là, qu'on l'entend? Qu'est-ce qui se passe dans notre relation à ce terme-là? Et en quoi c'est important? Ça permet notamment de concevoir des sensibilisations et des informations adaptées au contexte, au public, aux objectifs également. Ça permet de renforcer la résilience et les pratiques d'adaptation en tenant compte des singularités et des subjectivités de chacun. Ça facilite et ça encourage l'engagement dans l'action. Ça permet d'identifier, de corriger, de réduire aussi les désinformations liées au discours, liées aux récits, liées aux images qui nous sont soumises. Ces représentations aussi nous permettent de mieux comprendre les représentations de certains interlocuteurs, qu'ils soient en responsabilité, qu'ils soient décideurs, et donc aussi de s'adapter, mais ça permet aussi aux décideurs de s'adapter aussi aux représentations de leurs administrés, par exemple. Ça permet de réduire les inégalités, notamment en termes de perception des risques, mais aussi les inégalités en termes d'exposition aux risques. Ça permet de développer des idées innovantes lorsqu'on est conscient de ces représentations ou de ce qui freine nos représentations dans nos perceptions. Ça nous permet peut-être de mettre à distance certaines représentations et de pouvoir sortir de certaines idées et d'en adopter de nouvelles. Parce qu'on finit par considérer que nos représentations étaient peut-être un peu erronées ou décalées ou inadaptées à la situation. Et puis ça permet également de comprendre les différences de compréhension, les différences d'action, les différences de réaction des uns des autres, qui ne sont pas juste une volonté, je ne veux pas agir ou je ne veux pas changer mon comportement, mais qui sont effectivement les conséquences de nos représentations face au changement climatique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Florence. Vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Ce qu'on vous propose avant de passer à une phase de questions-réponses, c'est de digérer l'information et peut-être de nouveau partager rapidement, on va se donner 2 minutes avec votre voisin, peut-être sur une pépite, quelque chose qui vous a marqué dans cette intervention et que vous retenez, que vous avez envie de partager. Et ensuite, on se donne un petit temps pour les questions-réponses. Après les questions-réponses ? Je sais pas là. On va tester avec le micro jaune. On testera tout de suite avec les micros jaunes pour voir si Olivier Hamon il entend. Ok. Je t'en laisse un pour tout à l'heure ?
Rosen qui est là. Ouais, je crois que c'était Rosette. C'est toi. Et bien regarde. Voilà. Ouais, c'est moi avec toi, Baptiste. Allez, c'est un peu fort. Olivier, après. Alors, est-ce que des questions ont émergé pendant ces quelques minutes de réflexion? C'est le moment. Ouais, on a déjà une main levée. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant et utile pour nous. On est tous réunis, comme vous le savez, pour co-construire l'Université de Rennes 2030 au service de l'enjeu commun d'habitabilité d'un monde juste, sûr, durable et désirable. Je me demandais quels conseils vous avez pour nous participants, sur ce parcours-là, pour avancer au mieux et d'une certaine manière créer la plus belle version de ce qu'on peut créer de ce programme. Merci. Merci pour cette question. Je ne sais pas si c'est un conseil. Je ne suis pas sûre d'avoir des conseils à vous donner parce que je crois que voilà, vous êtes bien encadrés pour faire ce travail que vous réalisez. Mon propos à moi, au travers de cette présentation, c'est de ne pas oublier d'interroger la façon dont on pense, la façon dont les évidences se présentent à nous. Parce que ce qui peut sembler être peut-être une perte de temps dans un premier temps, de consacrer du temps à comment moi je perçois finalement le terme transition que vous avez affiché à grand. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? À quelle valeur ça correspond? À quelle expérience? Qu'est-ce que ça traduit? Ça peut sembler être du temps perdu dans un premier temps, mais ce sera du temps gagné pour la suite. Parce que si on ne prend pas le temps de s'interroger sur nos propres perceptions et représentations, de nos valeurs, de nos idéaux, de nos croyances aussi, eh bien, on risque d'imposer aux autres certaines valeurs, certaines représentations, certaines croyances. Et imposer à l'autre, c'est peut-être continuer à agir dans l'exploitation des uns des autres ou des ressources, etc. Et qu'il me semble que ce n'est pas tout à fait la démarche qu'il faudra développer. Donc prendre le temps de s'interroger. Nous sommes en 2024. Les trajectoires de ce dérèglement climatique sont connues depuis très longtemps. Comment expliquez-vous qu'on ait vécu dans une sorte de déni collectif? Enfin, en tout cas, moi, c'est cette impression que ça me donne, pour que nous sommes aujourd'hui en train vraiment de nous poser la question de savoir comment on va faire maintenant, quoi. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses à cette question. Le déni collectif, il y a plusieurs facteurs qui ont agi, notamment le fait que certains intérêts n'étaient pas propices à ce que l'information soit diffusée et à ce que l'ensemble de l'humanité prenne conscience effectivement des enjeux pour elle-même. Je pense qu'il y a, ces intérêts étaient relativement forts, suffisamment forts en tout cas, pour que l'information n'arrive peut-être pas dans le grand public. Il y a plusieurs autres choses, c'est le fait que justement l'information, le discours était un discours porté par des experts, donc avec aussi nos biais de perception sur ce que c'est qu'un discours d'expert. Non pas que le discours d'expert est mauvais, en général il est excellent justement, mais peut-être effectivement les termes utilisés, la façon de présenter les choses, j'évoquais tout à l'heure le fait de parler le mot m'échappe là pour le coup, des données qui sont, je vais retrouver parce que je l'ai noté. L'incertitude des données, l'incertitude des scénarios climatiques est perçue souvent par le fait que, en fait, si c'est incertain, c'est que c'est pas fiable. Donc là aussi, ça vient induire dans la compréhension générale, finalement, le fait qu'on n'est pas tout à fait sûr. Peut-être qu'il y a un changement du climat, mais peut-être que c'est pas si grave que ça. Et puis, il y a le biais de normalité aussi, que j'évoquais tout à l'heure, le fait que, les choses changent, mais finalement, les choses vont continuer
se dérouler comme depuis la nuit des temps, finalement. Les choses vont peut-être pas changer tant que ça. Finalement, des variations du climat, il y en a eu au cours de l'histoire de la planète. Et puis cette variation-là n'est peut-être pas si différente de d'autres, effectivement. Donc voilà, tout ça a pu effectivement freiner, biaiser une compréhension, une prise en compte de cette connaissance depuis effectivement pas loin de 50 ans, je pense. Je ne sais pas si c'est un facteur que tu as regardé, mais est-ce qu'il y a des effets culturels sur ces biais? Là, tu nous présentes tu vois, un certain nombre de biais. Est-ce que dans d'autres sociétés, je sais pas, en Chine, en Inde, tu penses que c'est vraiment différent ou finalement c'est quelque chose d'assez universel? Les perceptions sont différentes, puisque ce que j'expliquais, c'est que les perceptions, elles sont induites par le contexte culturel et donc les filtres culturels dans lesquels on baigne, finalement. Et effectivement que du coup les perceptions vont être différentes entre je sais pas, un habitant effectivement du Kerala et les habitants du littoral normand, voilà, sur lesquels que j'observe. Seulement il y a une réalité qui s'impose. Voilà. Et en fait, là, l'objet, c'est que on construise collectivement une même vision d'une réalité. Le changement climatique au Kerala est vécu d'une façon extrême, avec des très très fortes chaleurs, etc. Donc la perception du changement climatique, elle est vécue là pour le coup. Effectivement, quand on habite sur d'autres territoires, alors effectivement en France cet hiver on a été beaucoup soumis aux inondations, etc. La perception va évoluer effectivement, puisque si on arrive à ce que la compréhension entre la chaîne causale entre ces inondations, le changement climatique et les conséquences sur les habitants, on arrive à effectivement le traduire dans des termes qui vont être entendus, compris, parce que en fait c'est une pensée qui est relativement complexe. C'est pas juste ceci est une gourde, c'est assez simple à comprendre, mais le changement climatique et ses impacts induisent une compréhension complexe de tout le process finalement. Et c'est ce qui rend les choses, le fait que l'on perçoit à différents degrés et de façon différente une réalité. En fait, il y a donc une construction d'une réalité qui est différente selon les contextes culturels, géographiques. Le but étant de construire une réalité suffisamment partagée, suffisamment commune pour que l'on puisse agir collectivement sur les conséquences. Ma question, moi, c'était plutôt... C'est bon, ouais. Ma question, c'était plutôt par rapport à l'autre question de tout à l'heure. Vous disiez que quand on parlait, par exemple, en tant que scientifique, d'incertitude, etc., ça pouvait induire certaines personnes à penser que, du coup, l'information n'est pas fiable. Est-ce que vous pensez que, du coup, en adaptation à ça, en tant que scientifique, quand on parle d'un sujet aussi sérieux que le climat, on ne devrait pas dire, par exemple... on a une incertitude de 0,5% sur ce programme-là, etc. Est-ce qu'on devrait effacer cette partie-là, quitte à du coup aller un peu à l'encontre de notre vocation scientifique d'être précis? Alors, en fait, là, ce que vous me demandez, c'est presque de faire une réponse polarisée. C'est il faut, il ne faut pas. En fait, c'est plus complexe que ça. Effectivement, je pense que l'incertitude scientifique est importante et même essentielle. Et c'est par souci d'honnêteté qu'il faut le citer. Par contre, c'est peut-être intéressant de traduire ce que ça veut dire, l'incertitude. C'est que quand on entend incertitude, on va le percevoir différemment selon la posture que l'on occupe, selon notre degré d'expertise, notre degré de compréhension de ce terme incertitude, et que sans doute il faut expliquer, définir ce que l'on entend par incertitude. Voilà, ce serait une première chose. Et puis ensuite, parler d'incertitude va dépendre effectivement du contexte, de l'objectif, du message que l'on veut transmettre, du public auquel on s'adresse aussi. Donc tout ça, en fait, va venir sans doute nuancer le fait qu'on parle d'incertitude ou qu'on insiste sur l'incertitude de certains modèles ou pas, ou éventuellement peut-être ne pas en parler dans certains contextes. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important, non pas l'effacer, mais peut-être plus de faire monter en connaissance ou en compétence un public. Il me semble que c'est ça plus important.
Merci Florence pour ta présentation. Les biais et représentations autour des changements climatiques, là on va un petit peu au-delà avec la transition pour l'université, parce que finalement on a d'autres problèmes sur lesquels on a des biais de représentation. Comment doit fonctionner une université, quel est le rôle d'une université, le rôle de la recherche dans l'université, etc. Est-ce qu'il y a des techniques, des méthodes qui permettent de lever ces biais, d'identifier ces biais de manière collective, ou est-ce que c'est plus à une échelle individuelle qu'il va falloir qu'on fasse individuellement un travail pour comprendre nos biais, identifier nos leviers pour pouvoir avancer par rapport à ça et pour pouvoir peut-être augmenter un petit peu la part de décision qu'on prend avec notre raison plutôt qu'à travers nos biais? Donc une réponse de Normand, les deux. Voilà, les deux, l'un va avec l'autre. Voilà, il y a effectivement les représentations collectives qu'il faut travailler de façon collective. Quand on parle de c'est quoi l'objet de l'université, de la recherche, etc., c'est important effectivement de se rapprocher de quelles sont les valeurs qui sont importantes, comment on traduit ces valeurs sous forme de croyances. Est-ce que certains comportements ou certaines habitudes que l'on a dans la recherche qui traduisent les croyances vis-à-vis de ces valeurs sont finalement peut-être aujourd'hui à questionner? Voilà, ça change pas les valeurs et l'objet de la recherche, mais ça change peut-être la posture ou la façon d'agir pour évidemment répondre à ces valeurs. Donc ça, c'est un travail collectif qui doit être négocié collectivement. Et puis effectivement, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas d'obligation, on ne force pas quelqu'un à s'interroger sur ses propres représentations. Pour ceux qui le souhaitent, effectivement, un travail individuel peut être intéressant. Des techniques, des méthodes, il y en a. Ce sera l'objet peut-être d'une prochaine conférence l'année prochaine. On verra. Je me permets juste, c'est pas une question mais un constat. Je dis quelle chance en fait, quand je voyais la présentation tout à l'heure, je me disais quand même il manque des jeunes générations, et quelle chance de pouvoir travailler sur ce projet-là avec les jeunes générations. Ça aide à détecter des biais. Voilà. Merci beaucoup Florence.